Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 221 du podcast Touchdown Actu. C'est encore Raoul Villeroy au micro. Et ouais, pas de bol, c'est comme ça. Je suis accompagné pour ce podcast par Grégory Richard. Salut Grégory. Salut Raoul, salut à tous. Et comme toujours, il y a Camille Saraben à la technique. Salut Camille. Salut. Bon, j'espère les amis que vous avez eu de belles fêtes de Noël, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, par les membres de la rédac aussi, puisqu'on s'est fait des petits cadeaux entre nous cette année. Ça y est, on est une vraie rédaction corporate. Et ça, c'est sympa. Cet épisode du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. On va revenir sur les codes de la semaine en fin de podcast. Mais d'abord, on va s'intéresser au match de cette dernière semaine avec notamment un gros choc dans la division entre les Falcons et les Panthers. Un petit aperçu de ce qui nous attend avec les coachs en NFL lundi prochain et un point sur les pronos. C'est parti pour un nouveau podcast. Alors, le match de la semaine, Grégory, on va être obligé de s'y coller. C'est-à-dire que les Falcons à 9-6 reçoivent les Panthers à 11-4. Et je vois que moi j'ai choisi ma tu couleur. es hyper neutre dans cette présentation de match et c'est tout à ton honneur. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, on m'accuse tout le temps de jamais être partie prenante. Bref, alors c'est vrai, on parle beaucoup de l'histoire ne dit pas si t'as un caleçon et des Chargers en dessous. Hein, mais... Non, je n'en ai pas. On parle beaucoup de la NFC Sud récemment, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est là où il y a le plus d'enjeux. Je vais vous rappeler très vite les enjeux de cette rencontre. Les Panthers sont déjà qualifiés pour les playoffs et ils peuvent remporter la division s'ils gagnent ce match. Et si les Saints perdent face aux Bucks, ils peuvent aussi avoir une semaine de repos. Mais pour ça, il faudrait que Minnesota et les Rams perdent. Et ça, à mon avis, c'est plus dur. Ça en fait des scénarios. Ouais. Et pour les Falcons, pour l'instant, ils sont qualifiés. Mais s'ils perdent et que Seattle gagne, c'est Seattle qui va en playoff à leur place. C'est ça. Et comme les Seahawks affrontent les Cardinals, on va le voir plus tard, mais c'est plutôt à la portée des Seahawks. Donc, un peu plus en tout cas que les Falcons contre Carolina, c'est sûr. C'est sûr. Donc, les Falcons ont tout intérêt à gagner. Ouais, écoute, j'ai l'impression de me répéter cette année, mais victoire impérative des Falcons. C'est vrai. C'est ce qui arrive quand on démarre aussi mal la saison que ce qu'ils ont pu faire. Là, c'est sûr qu'ils vont avoir un adversaire qu'il va pas falloir prendre à la légère. Comme tu le disais, si New Orleans s'était déjà assuré du titre de division, si Carolina, c'est ce que j'allais dire, se prenait les pieds dans le tapis la semaine dernière contre Tampa Bay, ça aurait plus ou moins fait les affaires d'Atlanta parce que l'intérêt pour les Panthers aurait été relatif. Alors certes, il faut beaucoup de circonstances pour permettre à Carolina d'être champion de division, mais en tout cas, ils ont quand même une possibilité de jouer ce match avec le couteau entre les dents. C'est pas négligeable, c'est une équipe qui va très sérieusement falloir surveiller, d'autant plus avec le niveau un peu inquiétant d'attaque ces dernières semaines. On sait que la défense est clairement l'atout du côté de Carolina et encore plus le run-stop face à un jeu au sol, j'en parlais mardi, qui est quand même extrêmement poussif. J'ai quelques stats si tu veux. Les Panthers accordent en moyenne 90 yards au sol cette saison. Comme on est en semaine 17, c'est représentatif. Les Falcons, c'est 105, donc 15 de plus. 15, ça n'a pas l'air énorme sur un match, mais voilà. Ce qu'ils autorisent ou ce qu'ils ils autorisent okay. Au sol. Et donc 15 yards de plus sur toute une saison, en moyenne sur 16 matchs, enfin 15. Moi, je trouve que c'est une différence qui est notable. Oui, alors après c'est pareil, il faut pas non plus négliger, on sait que le jeu au sol de Carolina est pas tonitruant cette année, en tout cas il l'a déjà été un peu plus lors des précédentes années avec Ron Rivera, ça joue un petit peu plus écarté, mais on sent que Jonathan Stewart est plus forcément aussi dominateur qu'avant. Comment il s'appelle n'importe quoi. Il y a évidemment l'atout Cam Newton que tu peux pas écarter. Oui, mais c'est sûr, c'est quasiment devenu, à mon sens en tout cas, je pense pas dire de bêtises en m'avançant, c'est presque devenu le running back numéro 1 de Carolina. C'est le meilleur coureur, 695 yards dans 128 courtes et 6 touchdowns à la course cette saison. Voilà, donc c'est aussi une donnée à prendre en compte. J'ai pas eu la sensation que la ligne offensive des Panthers avait été hyper rassurante la semaine dernière. Alors c'est pas non plus forcément l'atout qui va les mettre dedans parce que le pass rush d'Atlanta je le trouve pas extraordinaire non plus, même si paradoxalement il concède pas
Ils ne concèdent pas tant de points que ça, les Falcons, en défense, mais c'est sûr qu'il faudra mettre un minimum de pression ou en tout cas vraiment surveiller Cam Newton sur ce match-là pour minimiser au maximum l'impact de Carolina. Mine de rien, au match aller, alors on sortait du trade de Kelvin Benjamin à Buffalo. Il y avait une menace de moins au poste de receveur. Ce sera également le cas d'ailleurs sur ce match-là, parce que Damiere Byrd, qui s'était bien intégré au playbook offensif des Panthers depuis quelques semaines, est out saison. Donc déjà, ça retire une menace à Cam Newton. Mais en tout cas, on a vu qu'au match aller, même si les circonstances étaient celles-là pour Carolina, Atlanta avait été dans le coup jusqu'au bout, avait vraiment poussé les Panthers dans un dernier retranchement. Ça se joue à 1 point, non Ils doivent perdre de 4 points avec notamment la réception droppée de Julio Jones dans la end zone sur la 4e. Donc voilà, et il y avait eu des circonstances aussi un petit peu particulières. On se rappelle qu'Atlanta avait mené assez longtemps pendant la première mi-temps et ils avaient pris 2 touchdowns quasiment en 1 minute juste avant la pause. Donc c'est pas infaisable dans les faits pour Atlanta, mais il va clairement falloir montrer autre chose, notamment offensivement. J'en parlais mardi. Il y a beaucoup de clés à changer en attaque de la part de Steve Sarkisian, notamment sur le jeu au sol. J'insiste sur le fait de mettre peut-être un peu plus de responsabilité sur Tevin Coleman, qui me semble être un peu plus régulier, un peu moins sujet au fumble. Et peut-être à même d'exploiter avec ses atouts un poste de garde qui est quand même extrêmement démuni cette année, encore plus avec la blessure d'Andy Levittry depuis quelques semaines. Et côté Panthers, il y a le retour de Thomas Davis et Charles Johnson, donc le linebacker et le defensive end. Les Panthers, c'est quand même 49 sacs cette année, c'est la 3e meilleure équipe à ce rang-là. Ça aussi, ça peut être un facteur, sachant qu'en plus, Matt Ryan, c'est pas une très grosse année pour lui. S'il est sous pression, il va peut-être déjouer un peu. Voilà, et je parlais du poste de garde, c'est aussi à dessein. On sait que la pression du côté des Panthers, ça vient pas uniquement de l'extérieur de la ligne, elle vient aussi et surtout de l'intérieur, avec notamment Kawan Short, qui a été décisif, notamment en provoquant le dernier fumble de Jameis Winston le week-end dernier. Donc on sait que c'est un front seven, encore plus avec le retour de Thomas Davis et Charles Johnson qui est pas dans ses meilleures années, mais qui reste quand même un joueur qui apporte une rotation et qui très sérieusement peut mettre en difficulté le quarterback adverse. Donc c'est sûr que c'est là encore des atouts qui jouent en faveur de Carolina, qui vont être un petit peu moins exposés le backfield défensif, qu'on a vu beaucoup en difficulté contre Tampa Bay, mine de rien, notamment sur le jeu profond. Donc voilà, faudra voir qui va se coltiner, si je peux parler ainsi, de Julio Jones, qui a quand même gagné son face-à-face. Si tu veux, je te laisse présenter, mais qui s'en est bien sorti quand même contre Marshall Lattimore le week-end dernier. C'est vrai, alors que Marshall Lattimore, on le sait, est sélectionné au Pro Bowl et très clairement une très bonne révélation cette saison. En fait, moi j'allais plus te parler de Matt Ryan, justement, qui est dans une petite saison pour ses standards à lui, puisqu'il a 64,9% de passes complétées, 3778 yards, 19 touchdowns, 12 interceptions. Et tu te dis que heureusement qu'il y a Julio Jones qui est capable de sortir des plays un peu énormes et de le sauver un petit peu de temps en temps, parce que sans lui, ça se passe quand même moins bien. Hein. Ça se passe moins bien, c'est sûr. J'ai pas la sensation, notamment sur les derniers matchs, qu'on ressent l'impact, par exemple, d'un Mohamed Sanou, Taylor Gabriel. Contrairement au début de saison, en fait. Où le début de saison, ça tournait beaucoup. Même en milieu de saison, sur la période où Atlanta bat Dallas, gagne à Seattle, c'est des moments où justement l'attaque reprend un petit peu du poil de la bête. On sent que des joueurs comme Sanou, notamment, ont réussi à vraiment être un peu plus visible sur le jeu offensif des Falcons. Taylor Gabriel, on n'en parle pas trop parce que manifestement, on n'arrive pas trop à l'incorporer, notamment dans le slot. Ce que je serais curieux de voir, c'est de savoir si Atlanta va peut-être pas miser, à mon sens, sur Austin Hooper, le tight end de 2e année, qui était assez précieux l'année passée dans le système de Kyle Shanahan, qui m'a l'air un petit peu moins utilisé, en tout cas beaucoup sur des systèmes de blocs. Tout le monde tournait l'an dernier aussi, c'est ça qui était fort, c'est que tout le monde était fort. Oui, mais si tu veux, ça tourne encore aujourd'hui. Des joueurs comme Toilolo, comme Saubert, le rookie, sont amenés à jouer de temps en temps. Et c'est vrai qu'on reste beaucoup dans un système où les tight ends ont tendance à surtout bloquer. On sait que Austin Hooper a des mains. Le poste de safety, notamment un joueur comme Kurt Coleman, ne rassure pas énormément du côté des Panthers. Et je me dis que ça peut être une donnée à prendre en compte, même si, encore une fois, sur les lancers plein centre dans le trafic, Matt Ryan n'a pas été hyper rassurant cette année. Puis les Panthers, on sait qu'il y a des clients au centre, quoi. Oui, bien sûr. Luke Kuechly est parfaitement capable de couvrir. Jack Thompson, j'en parle pas, lui qui est un ancien safety. Donc forcément, ça va être des données à prendre en compte. Mais ce serait bien également d'incorporer un petit peu plus le poste de tight end et pas mettre trop de responsabilités sur les extérieurs et sur Julio Jones, où là ça va devenir une attaque un peu trop stéréotypée. Peut-être, ouais. Dernière question très rapide, si jamais ils vont en play-off, est-ce qu'ils peuvent espérer faire quelque chose ? Atlanta ? Ah oui, les Panthers, ils y sont.
Franchement, c'est compliqué parce que la défense est vraiment pas mauvaise. Comme je l'ai dit, il y a quand même quelques bémols. Le pass rush me semble un peu irrégulier. Le backfield défensif est un des ceux qui provoque le moins d'interceptions dans la ligue cette année. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas encore cet instinct de tueur et ne créent pas assez de turnover, hormis peut-être un joueur comme Dion Jones qui vraiment fait le boulot à ce niveau-là. Ouais, on l'a vu. Ils ont la défense pour aller loin en play-off. Il faut quand même que l'attaque, et ça me semble pas non plus totalement dingue de penser ça, élève un tant soit peu son niveau de jeu. Je parlais du match à Seattle. Alors, les Seahawks avaient beaucoup de blessés, notamment en défense, mais c'est quand même un match où Atlanta va gagner en marquant plus de 30 points, 34 ou 37, je sais plus, je crois que c'est 34-31 le score. C'est ça, ouais. Voilà, je veux dire, quand il faut le faire sur un match en prime time, sur un match de cet enjeu-là, l'attaque a répondu présent. Alors, peut-être qu'il faut... Voilà, il faut retrouver une certaine confiance ce qu'a pas actuellement l'attaque d'Atlanta, mais ça me paraît pas non plus farfelu de les voir faire un bon parcours. Après, dans la dynamique actuelle, un tour et puis ça suffit. Je pense que tout dépend de leur adversaire. Je pense que s'ils retournent à New Orleans, par exemple, qui est également très complet, ça peut être assez compliqué. Bah, c'est possible. Un petit prono, on va en reparler tout à l'heure, mais là... Moi, ça va être les Panthers, tu l'as dit. Attends, je te réserve mon pronostic pour tout à l'heure. Tu le diras tout à l'heure, d'accord, tu le diras tout à l'heure. On va passer tout de suite au débat. On en parlait en début d'émission, les coachs qui vont sauter, vous connaissiez le Black Friday avec ses réductions incroyables et ses promotions sans commune mesure. Eh bien lundi prochain, ce sera le Black Monday avec ses réductions de coaching staff incroyables et ses renvois d'entraîneurs sans commune mesure. Ah là par contre c'est pas moins cher. Là généralement on rachète des contrats et là on passe à la caisse. Ça coûte une blinde. Ouais. On va faire un petit point donc sur les coachs qui devraient somme toute céder leur poste en NFL. Et on va commencer d'entrée si tu veux bien avec un candidat évident à ce poste. Chuck Pagano chez les Colts. Voilà, ami Chuck, c'était sympa. Maintenant, il est temps d'arrêter. Depuis qu'il est arrivé chez les Colts, c'est quand même assez régulier. 3 saisons à 11-5, 2 saisons à 8-8 et une saison à 3-12. Au mieux 4-12 s'il gagne dimanche. Alors oui, Andrew Luck se blesse, mais il y a un sentiment de pagaille permanent. Il fait un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Bah, si tu veux, tout est dit dans ce que tu as résumé. C'est-à-dire que oui, il y a une constance, mais il y a une constance également vers le bas. Donc, ça baisse tous les ans. Il n'y a pas de sursaut d'orgueil. Alors certes, Andrew Luck n'est pas là comme tu le soulignais, mais j'ai beaucoup dit cette saison que les Colts c'était chiant sur certains matchs. Le souci cette année, c'est que les matchs, les années précédentes où ils pouvaient être chiants, ils arrivaient quand même à en gagner. Ouais. Là, ils sont chiants, mais ils en perdent énormément aussi. On est d'accord. Donc c'est clairement qu'il y a un souci là-dessus. On va pas se mentir, Chris Ballard, le nouveau general manager qui est arrivé l'année dernière, on sait généralement dans ce cas de figure-là que le general manager, pour se laisser un peu de temps, un peu de latitude, a souvent tendance à dire au head coach bon, je te fais confiance pour cette saison-là, et puis quand ça se passe pas bien, il saute. Et là, clairement, ça se passe pas bien, voilà, on arrive sur une fin de cycle, on en est donc à la 6e ou 7e saison. Et donc là, il en a fait 3, 2, et là c'est la 6e. Voilà, fin de la 6e saison. Bon, tu arrives à peu près à avoir une idée sur l'impact qu'a Chuck Pagano. Je pense que, voilà, encore une fois, il a fait une bonne carrière. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des soucis de santé également. Je pense que c'est bien aussi pour lui de se reposer. Puis, voilà, s'il veut refaire coordinateur, pourquoi pas. Ah, mais il peut aller ailleurs. Mais là, très clairement, on sent qu'il n'y a pas cette flamme. Et puis, on le voit, avec les déclarations qu'il a assez souvent ces dernières années, on sent qu'il est un peu à côté de la plaque. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'il arrête. Si on ne le vire pas, faut peut-être que lui aussi fasse une pause ou au moins une année sabbatique. Si tu es d'accord, on peut classer les coachs dont on va parler on en veut bien ailleurs ou on n'en veut plus jamais. Moi, j'en veux bien ailleurs. Ouais, c'est pas un mauvais coach. C'est pas un mauvais coach. Encore une fois, en meneur d'hommes, ça me paraît un petit peu limité quand même. Est-ce que tu as un candidat, toi, que tu voudrais, coach qui vont sauter ? Ouais. Forcément, là aussi, c'est un peu le choix évident de par le temps qu'il a fait dans la franchise où il est actuellement. C'est Marvin Lewis du côté de Cincinnati. Oui. Alors, il y a déjà ces rumeurs qui évoquent une possible démission de sa part. Ils en parlaient la semaine dernière. Là aussi, je pense que c'est une décision relativement sage. Et vu que le choix Marvin Lewis est assez évident, et tant qu'on est sur ces histoires de démission, pas démission, c'est vrai que Bruce Arians à Arizona également me semble arriver à un petit point de non-retour. Alors, là, en l'occurrence, on sent que c'est vraiment une question de quarterback. S'ils avaient un quarterback un petit peu moins fragile déjà, en l'occurrence, que Carson Palmer, moins âgé et un petit peu plus fringant, il serait peut-être avec une fiche positive à l'heure actuelle. Mais voilà, est-ce que Bruce Arians a encore la flamme également ? On sait que lui aussi traîne des petits soucis de santé. Je te trouve dur sur Bruce Arians pour le coup. Moi, ça me je dis pas que c'est un coach, mais voilà, est-ce que son message passe encore ? J'en suis pas persuadé. En tout cas, offensivement,
ce qui est censé être son essence première, on va dire, vu que c'est un coordinateur offensif à la base. On sent que ça a clairement freiné, même si encore une fois, il y a un quarterback qui n'est pas là. Il y a un David Johnson qui s'est blessé qui s'est rapidement blessé, qui a fait une année blanche. Bon, moi je lui laisserai encore une. C'est pas lui que je verrai cette année, parce que pour le coup, voilà, il n'a pas eu ce qu'il voulait comme arme offensive. Laisse-lui le doute pour l'an prochain. Et à la rigueur, non, mais pourquoi pas tu parlais de Marvin Lewis, j'ai son bilan qui est quand même pas mal. 123 victoires, 112 défaites. 123 victoires, 112 défaites en j'ai pu le noter, merde, je crois que il est arrivé en 2003. Je crois que c'est 15 saisons. Il arrive en 2003 chez les Bengals. Il a fait l'histoire de la franchise, c'est pas du tout un problème. Et bon, alors, ce bilan terrible. Non, c'est une question de stagnation. 7 défaites pour 0 victoire en playoff, ça c'est une catastrophe. Mais voilà, maintenant, moi je le mets dans la catégorie des gars qui peuvent aller voir ailleurs. C'est pas un mauvais coach, c'est juste que là, au bout de 15 saisons, il faut changer, quoi. Ça passe plus, c'est bon. On est d'accord. Voilà. Et encore, voilà, il a quand même réussi ces dernières années à faire de bonnes choses avec des Bengals qui, encore une fois, se prenaient quand même souvent la porte dès le premier tour des playoffs. C'est ça. Donc voilà, lui pour le coup, et dans une division serrée. Lui pour le coup, c'est un meneur d'homme, mais en termes de de tactique, de manière de faire progresser les joueurs, c'est peut-être sa limite également. Et c'est peut-être pour ça aussi que du côté des Bengals, il faut quelqu'un pour prendre la suite. On a déjà vu des exemples. L'exemple le plus célèbre en NBA, par exemple, c'est un coach comme Doug Collins qui était habitué à avoir ce talent de meneur d'homme, mais qui faisait peut-être pas progresser suffisamment l'équipe. Derrière, celui qui va reprendre le flambeau sera peut-être à même de faire franchir un palier. Et il y a encore du talent chez les Bengals. Andy Dalton est capable de faire de bonnes choses. Il y a des bons joueurs, il y a une bonne défense. Voilà, on l'a dit, il faut un changement. Moi, j'en ai un qui est peut-être un peu controversable, mais que j'ai envie de donner, et c'est Mike McCarthy, chez les Packers. Un peu pour les mêmes raisons, puisque, en l'occurrence, je sais pas très bien qui est responsable du play call en attaque, si c'est lui ou Dom Capers. Bon, donc c'est pas le coordinateur offensif, c'est lui. Enfin, Dom Capers, c'est pour la défense. Officiellement, le coordinateur offensif, c'est censé être Edgar Bennett, je crois, qui était l'ancien coach running back. Mais bon, ça fait plusieurs années que on a l'impression que les coordonnateurs sont des hommes de paille. C'était déjà le cas avec Tom Clements il y a quelques saisons de ça. C'est Mike McCarthy qui a fait les Mike McCarthy, depuis son arrivée en 2006, il y a un Super Bowl quand même. Il y a 121 victoires pour 69 défaites, très bien. Enfin, il faut voir la division qu'ils ont. À part cette année, les Lions, les Vikings et les Browns et les Bears, c'est quand même pas la panacée. Et t'as Aaron Rodgers. Je veux dire, tous les ans, quand t'arrives à l'été, tu te dis ah ouais, il y a quand même les Packers, ils ont Aaron Rodgers, ils peuvent être forts. Et en fait, finalement, ils font plus depuis le Super Bowl, ils font plus grand chose. Il y a 2 finales NFC, 2 perdues, et j'ai l'impression que l'équipe a pas progressé. Et j'en impute un peu la faute à Mike McCarthy. Parce qu'il y a un moment où c'est pareil qu'avec Marvin Lewis, c'est bien, il a fait les belles heures de cette franchise historique, mais ça progresse plus. Et moi, je pense qu'il faut un changement justement pour qu'Aaron Rodgers redevienne ce qu'il peut être, c'est-à-dire le meilleur quarterback de cette ligue, l'entourer et faire en sorte qu'il se sente en confiance. Là, j'ai l'impression qu'il ne l'est plus. Alors, je suis d'accord à moitié. Alors, c'est un cas épineux avec McCarthy parce que c'est sûr que il a cet état d'esprit, ce côté un peu dogmatique qui, moi, m'embête un peu. Oui, en plus, tout sur la comment il appelle, la draft et rien. Oui, enfin, ça, après, ça me choque pas. Alors, ce qui me dérange, c'est qu'il y a clairement un désaccord entre le general manager et le head coach. Là, à un moment donné, s'il y a vraiment un désaccord, il faut que ce soit l'un ou l'autre qui parte. Bon, Ted Thompson n'est pas tout jeune non plus, donc on parle depuis plusieurs mois du fait qu'il puisse passer la main. Mais c'est vrai que c'est son état d'esprit, vraiment le personnage qui me pose problème. Le head coach, très franchement, l'absence d'Aaron Rodgers, c'était clairement un test pour voir ce qu'était capable de faire Green Bay sans. Et même si ça n'a pas été toujours flamboyant, même si le calendrier des Packers sans Aaron Rodgers n'a pas toujours été hyper compliqué, même s'il y a 2-0 pointés à domicile contre Baltimore et contre Minnesota cette saison, on a vu quand même des matchs où, encore une fois, sans Aaron Rodgers, avec un Brett Hundley qui reste quand même relativement limité, on a vu Green Bay rester dans la course, faire illusion pour les playoffs jusqu'à la 15e semaine, ce qui n'était pas forcément gagné. Ouais, illusion. Voilà, alors... C'est toujours la même chose. À quoi ça se joue ? Est-ce qu'il y a une confiance un peu trop appuyée à Dom Capers, qui était le coordinateur défensif, qui a fait gagner le Super Bowl aux Packers également ? Parce qu'il ne faut pas oublier l'impact de la défense cette année-là. Est-ce qu'on est un peu trop... Le risque, c'est qu'ils se retrouvent dans une position à la Andy Reid où, au bout d'un moment, ils prennent des décisions au niveau du coaching staff qui étaient un peu coûteuses. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a mis dehors du côté de Philadelphie. C'est sûr qu'à se mettre dans cet état d'esprit-là, à n'écouter absolument personne, à rester dans cette espèce de caricature de lui-même, ça peut lui poser des problèmes.
Après, est-ce que lui n'arrive pas à faire progresser l'équipe? Je sais pas trop. Il y a des décisions qui sont un peu. Je sais pas à quel délicates. point lui a la main en fait, c'est ça, mais clairement c'est lui qu'on voit quoi. Voilà, c'est ça. Encore une fois, s'il reste absolument focalisé sur le fait de voilà, c'est moi le patron de l'attaque, c'est moi qui décide de tout, je vous écoute pas, j'ai gagné un Super Bowl, les gars, c'est sûr que de toute façon, si c'est pas cette année, il prendra la porte l'année prochaine, qu'il y a Aaron Rodgers ou pas. Mais voilà, il faut une petite remise en question. Je suis pas sûr que ce soit pas non plus. Qu'ils ne puissent pas remettre les Packers sur le devant de la scène l'année prochaine si Rodgers revient. Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir en effet. Mais je serais moins catégorique que sur les exemples qu'on a donnés. Moi, je pense pas qu'il va. Honnêtement, je pense pas qu'il va sauter, mais ça serait pas pour moi, ce serait pas le plus idiot des moves de la part des Packers. Alain aime bien souvent moquer le fait que oui, en effet, un coup il axe tout sur Aaron Rodgers, c'est un coup. Et quand il est blessé, il donne tout à son coureur. Quand il n'est pas là, il donne tout à ses running backs. Voilà, il faut aussi qu'il arrive à mettre de l'eau dans son vin et à contenter un petit peu tout le monde, parce que là, il a l'opportunité. Ils ont bien drafté au poste de running back. S'il reste à Green Bay cette année, encore une fois, c'est une année décisive. Ouais. S'il reste, il faut changer le coordinateur défensif. Et peut-être le système qui va avec, je ne sais pas trop, pour éventuellement redonner un souffle nouveau. Et encore une fois, utiliser tout le monde en attaque, parce que ce n'est pas possible de mettre autant de pression sur Aaron Rodgers quand. Voilà, là on a vu que ça pouvait casser à certains moments, donc il faut aussi être capable de redistribuer un petit peu les cartes. Je suis d'accord. Est-ce que tu en as d'autres? Moi j'en ai deux qu'on peut mettre ensemble. Forcément John Fox. Du côté de Chicago, on parle de constance. Là, je pense qu'on est très constant en termes de nullité. Nullité. Voilà, c'était moyenasse, on va dire, dans les premières années. Et là, très franchement, avec Trubisky, ça n'a rien changé. Draft d'un nouveau quarterback, c'est exactement comme Jeff Fisher l'année dernière. On voit pas spécialement la différence avec un joueur qui a été drafté dans les deux premiers choix de la draft. C'est censé être un coach défensif, John Fox. Oui, mais alors c'est pareil. Alors pour le coup, il ne sait pas s'entourer en termes d'attaque. Alors paradoxalement, à Denver, il avait fait confiance à Adam Gase par exemple, qui avait été capable de donner un petit coup de fouet, que ce soit à l'attaque de Denver à l'époque ou à l'attaque de Chicago avec Jay Cutler. Là, manifestement, de Well Logan, ça marche pas, et je pense que ça va être son champ du signe en l'occurrence, puisque j'ai du mal à voir les Bears retenter l'expérience avec Fox l'année prochaine, surtout avec un tel quarterback. Je pense qu'on va sans doute essayer un nouveau nom pour essayer de voir si c'est vraiment peut-être offensif du coup. Trubisky qui a besoin d'un nouvel environnement ou pas, mais là on va clairement tout miser sur le quarterback plutôt que sur le head coach. Bien sûr, ils vont miser parce que la défense a fait le boulot, mais l'attaque est vraiment à un niveau pitoyable à l'heure actuelle. Moi, je te disais, j'en ai deux qu'on peut mettre ensemble. C'est Dirk Cutter et Mike Mularkey, nos amis de Tampa et de Tennessee. Et moi, c'est un peu pareil. C'est toujours ces coachs qui finalement sont là, mais on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il il se passe pas grand-chose. On se moque souvent des Titans, c'est pas contre eux, et on aime beaucoup les fans des Titans qui nous écoutent. Mais je suis désolé, les Titans, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Les Buccaneers, il se passe rien non plus cette année. Les seuls moments dont on entend parler, c'est quand Winston mange ses doigts. Et finalement, d'ailleurs, c'est très drôle le parallèle entre ces deux quarterbacks numéro 1 et 2, Winston et Mariota, qui sont là depuis 2 ans et qui n'ont pas fait de playoff, qui finissent deuxième de leur division, pas très forte à chaque fois. Quoique si Winston ça va, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe rien pour eux et que ces coachs là vont pas faire progresser plus. On attendait beaucoup des Buccaneers en début de saison, avec un peu trop peut-être. Avec Hard Knocks chez eux, avec la revenue de Deshaun Jackson. On s'est dit c'est ouf, c'est l'année ou jamais. Il se passe rien. Non, il se passe rien. Alors clairement, de toute façon, ce qui était un petit peu le souci avec Dirk Cutter, c'est qu'en effet, on a tout misé sur sa capacité à faire progresser Jameis Winston. Mais on a minimisé sa capacité à être un meneur d'hommes. Là, clairement, il y a énormément d'ego dans ce vestiaire des Buccaneers. Et c'est d'ailleurs assez symptomatique parce qu'il y a eu des histoires d'accrochage, on va dire, de mini-bagarres entre certains joueurs des Buccaneers après la défaite à Carolina. Des joueurs un peu je m'en foutiste. Là, on est clairement dans le côté, il n'y a pas de capitaine à bord du navire. Donc, c'est sûr que là, c'est voué à couler. Et en effet, il va falloir vraiment changer de commandement, en l'occurrence. Le navire des Buccaneers, c'est quand même dommage. Tout à fait, t'as vu. Bravo. Je peux même fait exprès. Ton autre nom, c'était Mularkey. Je pense que ça dépend. Si Tennessee ne fait pas les playoffs, on est exactement dans la même configuration que... c'est quoi l'exemple que je donnais tout à l'heure que Indianapolis. Avec l'arrivée d'un nouveau general manager, John Robinson, qui a laissé, on va dire, Mike Mularkey en poste,
qui, je pense, à la première incartade, va pas hésiter à le mettre dehors. Les Titans, c'était à 8-4, sauf erreur de ma part, à un moment donné cette saison. Finir à 8-8 dans une AFC qui était quand même plus couverte. Et ils sont pas encore à 8-8. Pour l'instant, ils sont avec des défaites à Arizona et à San Francisco. Alors, on sait que du côté des Niners, il y a eu un souffle nouveau, mais ça reste des équipes avec un bilan négatif et des équipes qui sont censées être dans les cordes des Titans. Ça ferait quand même tâche. Là, c'est sûr que si Tennessee va pas en playoff, il y a possibilité que Melarkey saute. Juste si tu me permets, quelques noms rapides qui viennent à l'esprit concernant des coachs qui peuvent être menacés. J'en ai parlé assez souvent cette saison. Jim Caldwell, forcément. Là, c'est officiel, il n'y a pas de playoff. J'en parlais un peu de manière caricaturale la semaine dernière, mais comme par hasard, il y a eu des fêtes à Cincinnati et comme par hasard, Détroit a encore craqué dans la dernière ligne droite. Franchement, c'est pas la franchise qui avait le calendrier le plus dingue au mois de décembre. Non. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à rester en course jusqu'au bout. Donc, il va falloir vraiment changer quelque chose au niveau du coaching staff parce que là, on est clairement dans le coach qui n'est pas un meneur d'hommes. Vance Joseph, j'en parlais, grosse erreur de casting pour moi du côté des Broncos. C'est sa première année, il n'a pas eu de vrai quarterback. Est-ce qu'on lui laisse pas une chance? Là c'est pareil, on est dans une situation où si vraiment... On prend l'exemple des Jets, et pour le coup Todd Bowles, on sentait que l'année dernière, ça tanguait un petit peu en interne. Là, cette année... Il y a une fiche qui n'est pas là, ils sont à 5-10 si je ne me trompe pas. C'est possible, c'est quasiment sûr qu'ils vont finir à 5-11 vu qu'ils se déplacent chez les Pats avec un quarterback bis ce week-end. La saison n'est pas bonne d'un point de vue comptable. Après, de ce qu'ils ont montré, c'est quand même beaucoup plus fringant. Et Denver mérite une année de plus. Denver, ils ont été au fond du trou en attaque. En défense, c'était hyper irrégulier. Alors que c'était leur force. On en parlait notamment avec Aqib Talib la semaine dernière. Les équipes spéciales, c'était pas spécialement mieux. Je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Si les Broncos ont l'opportunité de prendre un meilleur coach, qu'ils le prennent, mais clairement, pour moi, Vance Joseph, c'est une erreur de question. Au bout d'un an, c'est risqué, pas forcément, mais il faut qu'il trouve mieux, quoi, parce que si c'est pour faire venir un no-name comme lui... On est d'accord. Pour prendre un coach peut-être un peu plus expérimenté, qui a déjà un peu... Pourtant, c'est pas un vestiaire à problème. Il n'y a pas besoin d'un Marvin Lewis ou d'un coach comme ça pour vraiment gérer des égos. Voilà, globalement, faut juste réussir à me remettre cette flamme qui était dans une équipe qui a gagné le Super Bowl il y a 2 ans. Et donc, quand même, il y a beaucoup de vainqueurs, mine de rien, qui figurent encore, même si beaucoup de joueurs sont partis via la free agency. Et dernier nom, si tu me permets, là, on parlait de l'exemple Mike Mularkey. Je suis désolé, Hugh Jackson, je veux bien qu'on lui laisse 40 opportunités, mais tu termines ta deuxième année à 0-16 et tu as un bilan de 1-31 à l'issue de tes 2 premières saisons. Construction ou pas construction, tu lui montes la porte. Moi, c'est vrai que pour le 1-30, moi, et tu vois, j'y pensais avant, je me disais, il y a quand même Deshaun Kaiser, et puis il y a le retour du receveur dont j'oublie évidemment le nom. Josh Gordon. Comment ? Josh Gordon, merci. Bon, c'est pas facile. Maintenant, 1-31, c'est quand même pas possible. C'est pas possible. Non, même à la tête des Browns, tu dois faire mieux. Et même si c'est pas que de sa faute, tu peux pas. En NFL, tu peux pas te permettre d'avoir un bilan comme ça. Là, on va nous vendre du rêve en nous disant il y a un nouveau general manager, ils ont le premier et potentiellement le 4e choix de la prochaine draft. Et je veux bien. Ils viennent d'avoir 3 premiers tours de draft. Avec Hugh Jackson, ça changera. Ils viennent d'avoir 3 premiers tours de draft pour aller nous récupérer Jabril Peppers, qui même sur l'équipe spéciale n'a pas été transcendant cette année. Donc à un moment donné, faut pas nous vendre du rêve. C'est un joueur qui n'arrive pas à faire progresser cette équipe. Ne serait-ce que sa gestion des quarterbacks. Je l'avais dit l'année dernière que Deshaun Kaiser, ça me paraissait un peu trop tôt pour le lancer dans le bain. Bon là, ça y est, il a cramé dès la première année. Je pense que Deshaun Kaiser, au mieux, ce sera un backup en NFL. Ouais. Voilà, c'est ainsi qu'on va... Une bonne nouvelle. Un Black Monday. On souhaite une bonne chance aux tous les coachs menacés par ce Black Monday. Et nous, on va passer au prono. C'est l'heure des pronos avec malheureusement un peu moins d'entrain que la semaine dernière. Puisque, bon, tu parles pour qui? Pour moi, évidemment, je parle de moi, je suis un peu égoïste. Puisque j'ai fait l'erreur de croire que les Browns allaient gagner leur seul match de l'année. Et donc Alain Mattei est revenu à égalité avec moi avec un score de 11, donc 10 pour moi. Et nos 2 sommes de tête, Greg et Raphaël, qui se neutralisent à 13. 13, pas mal, un joli score. Donc 149. Tu t'es bien fait avoir par Alain quand même. Ouais, un petit peu. Le 149 les Browns, pour Alain. Et... Fait, t'as mis les Browns, je mets les Bears. Et moi qui me suis dit que ça allait passer. Salopard de Browns. Donc 149 pour Alain Mattei, 149 pour moi aussi. 160 pour Raphaël et 161 pour Grégory. Ça se creuse, dis donc, entre les 2 hommes de tête. Je rappelle que pendant les playoffs, les matchs vaudront 2 points. L'écart va donc se creuser encore plus. Au secours. Cette semaine, bonne nouvelle, seulement 2 plages horaires pour les matchs. Donc 7 matchs à 19h et 9 matchs à 22h25. Et c'est tout, il n'y aura pas de match de la nuit. Vous allez pouvoir dormir tranquillement. Est-ce que je peux me permettre de dire quand même qu'il y aura
quand même un intérêt un peu plus important pour les matchs de 22h25 parce que les matchs de 19h, on va pas se mentir, c'est pas la panacée. Ce n'est pas la panacée, c'est pas très sexy. Ouais. Tu peux te le permettre. On commence dimanche à 19h avec New England Patriots à 12-3 contre New York Jets à 5-10. Les Patriots, alors je vais donner à chaque fois un petit peu les enjeux pour les playoffs. Donc les Patriots s'assurent l'avantage du terrain avec une victoire ou une défaite de Pittsburgh. Moi je les vois bien se battre pour aller chercher cet avantage du terrain et donc je prends les Patriots. Oui, je pense aussi. C'est pas prévu que Bill Belichick tourne, en tout cas dans un premier temps. Donc voilà, à mon avis, on va essayer de faire le boulot dès la première mi-temps et puis éventuellement après faire souffler les starters. Pas bête. Voilà, j'y vais avec les Patriots. Surtout avec le quarterback remplaçant que je sais tout à l'heure. On ne sait même pas si ce sera Bryce Petty ou Christian Hackenberg. Aux dernières nouvelles, c'est encore censé être Petty, mais rien n'est moins sûr. Patriots pour Raphaël et Alain également. Match suivant, Minnesota Vikings à 12-3 contre Chicago Bears à 5-10. Les Vikings qui s'assurent une semaine de repos s'ils gagnent ou si Carolina perd ou si New Orleans perd. Pas bête pour T'as dû t'éclater toi dans les scénarios. Non, ça va. Honnêtement, c'est moins compliqué la dernière semaine qu'aux semaines 14 et 15 où tu as des lignes de il faut que eux gagnent plus, eux gagnent plus, eux perdent plus, eux fassent match nul. C'est catastrophique. Donc pour les Vikings, pas bête d'aller chercher une semaine de repos. Les Bears sont largement à leur portée. Oui, t'as tout dit. Mitch Trubisky contre la défense des Vikings, victoire de Minnesota. Allez, victoire de Minnesota pour tout le monde. Philadelphia Eagles à 13-2 contre Dallas Cowboys à 8-7. Les Eagles sont assurés de la première place en NFC et les Cowboys sont éliminés de la course aux playoffs. Donc on s'en fout. Sans autre enjeu que le droit de se la péter. Et sur ce genre d'enjeu, je vois les Cowboys l'emporter. Faut dire que les Eagles m'ont pas vraiment rassuré. Et puis il reste que Nick Foles en fait, c'est ça le problème. Voilà. Ezekiel Elliott, c'est sa dernière sortie de la saison. Il va peut-être vouloir un maximum de ballons, donner un maximum avant la retraite, pas du tout, avant les vacances. Pareil, Dak Prescott, il va peut-être vouloir se rassurer un peu aussi. Les Eagles, ils ont rien à gagner. Moi, je vois quand même les Cowboys aller les taquiner. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question concernant de savoir qui va faire reposer qui. Du côté des Eagles, j'aurais quand même tout intérêt à tester encore un petit peu plus Nick Foles. Oui, bien sûr. On a vu que ça a été le cas contre Oakland avec le résultat poussif qu'on sait. Là, très franchement, il va aussi falloir un petit peu le tester. Et puis même le backfield offensif, j'en parlais mardi, c'est pas totalement rassurant. Ils n'arrivent pas encore à trouver un top running back capable de vraiment marteler ce qu'est censé faire Lee Garrett Blount, mais en tout cas, ça n'a pas été très productif ces dernières semaines. Donc, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée de faire tourner énormément l'effectif malgré la première place en NFC assurée pour les Eagles. Mais j'y vais avec Dallas également, donc je te rejoins. C'est sûr qu'il y avait la place de battre Seattle et ils se sont un petit peu tiré une balle dans le pied tout seul. Ouais. Là, voilà, petit sursaut d'orgueil. Coucou à Carson Wentz. Pardon. Donc tu prends les Eagles. Je prends les Cowboys. Pardon, tu prends les Cowboys, c'est ça. Alain prend les Eagles et Raphaël joue comme toi, il a dit. Donc il va prendre les Cowboys aussi. Très stratégique tout ceci. Pittsburgh Steelers à 12-3 contre Cleveland Browns à 0-15. Les Steelers doivent gagner et compter sur une défaite de New England pour avoir la première place en AFC et donc l'avantage du terrain. C'est tout. Les Browns, c'est fini. Moi, je rêve d'une parade à 0-16 des Browns. C'est tellement dur. Les Steelers. Allez, Steelers pour tout le monde. Tu joues pas les Browns cette semaine. Ça suffit. Indianapolis Colts à 3-12 contre Houston Texans à 4-11. Rien à jouer ici depuis longtemps, malheureusement. Est-ce que les Texans vont définitivement tuer Jacoby Brissett ? 55 sacs encaissés cette saison. Alors on est très loin du record, j'ai vérifié au cas où c'est 108. Mais voilà, moi je prends les Texans, même si c'est vrai qu'il manque beaucoup de titulaires en défense et même si c'est TJ Yates en attaque. Pour moi les Colts, il n'y a plus rien. C'est énorme, 108 sacs dans une saison. Ouais. C'est quoi, ça fait 7-8 sacs par match? Ouais. Oh, surtout que c'était dans les années 60, donc je suis pas sûr qu'il y avait déjà 16 matchs à l'époque. À mon avis, si c'est le même quarterback qui les a pris, je pense que lui, les problèmes au cerveau, il doit être concerné au premier plan. Le genou, l'épaule, tout ça. Non, principal enjeu, c'est éviter la dernière place en AFC Sud. Je pense que ça se limite à ça. Le fait qu'il y ait un problème au poste de quarterback du côté de Houston, ça me rassure pas totalement pour eux. Ouais, on a vu qu'Indianapolis était venu gagner à Houston d'ailleurs au match aller. Indianapolis reste sur une prestation qui n'était pas inintéressante du côté de Baltimore. Et puis tu parlais de la pression, malheureusement du côté de Houston, le pass rush se limite un petit peu à Jadeveon Clowney ces dernières semaines. Mais il est pas là. Ah, il est même pas là ? Non. Oh écoute, Indianapolis. J'ai rien dit.
Indianapolis pour Raphaël aussi, et Texan pour Alain et pour moi. New York. J'aime bien ces décalages entre les deux premiers et les deux derniers. À chaque fois, c'est les mêmes. New York Giants à 2-13 contre Washington Redskins à 7-8. Plus rien à jouer non plus. Les Giants ont mis Eli Apple de côté pour son comportement douteux avec l'équipe. J'ai l'impression que c'est même pas que pour cette saison que ça va être compliqué pour lui, c'est que pour la suite, s'il montre déjà un état d'esprit comme celui-ci, alors que c'est seulement sa 2e année. C'est sa 2e année. Ouais, il est drafté l'an dernier. Attention, monsieur Apple, il va falloir oui, puis sa relation avec Landon Collins, c'est quand même un peu compliqué. Oui, puis Landon Collins est quand même bien meilleur que lui. Collins, donc, il a quand même appelé le cancer de l'équipe. Ça place un peu violence du propos. C'est ça. C'est peut-être les adieux de Manning à New York et peut-être les adieux de Cousins à Washington. Oui, ce serait beau, hein. Les adieux des deux. Et du coup, moi, je prends les Redskins pour aucune des raisons que j'ai citées, juste parce qu'ils sont meilleurs. C'est compliqué, c'est possible dernier match d'Eli Manning à New York. Alors il a un peu livré à lui-même ces dernières semaines, mais c'est le mot. C'est pas catastrophique ce qu'il a fait non plus contre Philadelphie et Arizona, même si contre les Cards il y a beaucoup d'interceptions, 2 en l'occurrence. Ce match-là, je sais pas, Washington encore une fois est capable du meilleur comme du pire cette année. Ouais, mais si tu prends... Je serais même pas étonné que les Giants gagnent. J'ai joué les Redskins parce qu'il me semble que c'est ce qu'a joué Raphaël. C'est tout à fait ce qu'a joué Raphaël. C'est étonnant d'ailleurs qu'il joue pas les Giants sur ce match-là, mais je pense que je suis plus sûr de la victoire des Giants que lui sur ce match-là, mais je vais quand même y aller sur Washington. Eh bien, nous sommes tous les 4 à prendre les Redskins. Dernier match à 19h, les Lions de Détroit à 8-7 contre les Packers de Green Bay à 7-8. Rien à jouer pour les deux, puisque les Lions, on l'a dit, ont raté le coche la semaine dernière pour viser les playoffs. Et sans Rodgers, ces Packers-là semblent assez faibles. Moi, je dis que la rivalité entre ces deux peut peut-être forcer les Lions à jouer tout de suite, et c'est ce qui peut faire la différence. Ouais. Mis en jeu la 2e place de la NFC Nord. Waouh, ça peut être bien. Important pour le calendrier l'année prochaine, savoir qui tu joues. Ça t'évite de jouer un gagnant de... non, en fait, il va peut-être le perdre. Si Green Bay préfère jouer une équipe, préfère jouer un 3e qu'un 2e de l'année prochaine. Ouais, c'est pas plus bête finalement. Mais non, Détroit est clairement favori, encore plus avec le fait qu'Aaron Rodgers ait été placé en liste des blessés. Après, encore une fois, Détroit, facteur du Caldwell. Moi, je te sors la carte facteur du Caldwell. On mène 2-3 touchdowns et ils viennent d'en mettre 2 en 5 minutes. Ah, mais il est capable de tout. On va voir ce qu'on va faire. Non, j'y vais quand même avec Détroit. Détroit pour Raphaël, Alain, Grégory et moi-même. Dimanche à 22h25, le fameux Atlanta Falcons à 9-6 contre les Carolina Panthers à 11-4. On en a parlé plus tôt dans l'émission. Les Falcons doivent gagner pour ne pas être dégagés par les Seahawks. Pour toutes les raisons qu'on a données, je prends les Panthers. La superstition de Grégory Richard. Raphaël a joué à Atlanta. Raphaël a joué à Atlanta. Je suis partagé entre pronostic et superstition. C'est assez embêtant. J'y vais quand même avec Carolina pour l'aspect purement superstitieux. Mais quitte à perdre un point, je préfère perdre là-dessus. Carolina donc pour Grégory, Carolina pour Alain, Atlanta pour Raphaël et Carolina pour moi-même. Seattle Seahawks à 9-6 contre Arizona Cardinals à 7-8. Seattle doit donc s'imposer absolument et compter sur la défaite des Falcons pour se qualifier. Normalement, Seattle est meilleur. Ils ont cette motivation importante pour le match. Tout penche en leur faveur. Moi, je vais prendre les Seahawks. Bah écoute, faut pas oublier qu'Arizona avait surpris Seattle l'année dernière à Seattle. L'année dernière. Et j'y vais quand même avec Seattle. mais bon, voilà, c'est un peu moins fringant. Ça, c'est du suspense, ça, vous y avez cru. C'est un peu moins fringant que l'année dernière, quand même, du côté d'Arizona. Donc, malheureusement, Arizona, on l'a dit, c'est la fin de cycle. Je pense que ça va être un match un peu. Ce sera un petit peu comme un match, il n'y a pas beaucoup de points, mais je pense que Seattle va quand même s'imposer. Et donc, ça voudrait dire que les Seahawks pourraient faire les playoffs dans nos prévisions. Raphaël et Alain ont pris les Seahawks aussi. Baltimore Ravens à 9-6 contre Cincinnati Bengals à 6-9. Avec une victoire, les Ravens s'assurent leur place en playoff. Ils sont à domicile face à des Bengals qui n'ont plus rien à jouer et qui sont loin d'être impressionnants, même s'ils viennent de battre les Lions sympathiques de Jim Caldwell. Moi, je vais prendre les Ravens. Bon, je vais prendre les Ravens également. Je pense que défensivement, ils vont faire le boulot. Ils l'avaient déjà fait au match aller d'ailleurs avec leur victoire 20-0 sur le terrain de Cincinnati. Donc je ne serais pas étonné qu'ils fassent le travail. Ils peuvent remettre un 0. T'imagines 0 sur 2 matchs dans la saison? Oui, ça n'a pas dû arriver beaucoup. Ça peut faire mal au moral. Ça serait méchant. Et puis ça leur permettrait d'assurer la 5e place qui a priori leur garantirait le fait de se déplacer à Kansas City au premier tour des playoffs. Ce qui est pas si mal. Non, pas bon. Ravens pour tout le monde, puisque Raphaël et Alain prennent aussi les Ravens. Miami Dolphins à 6-9, Buffalo Bills à 8-7. Alors les Bills ont encore une petite chance d'aller en playoff, mais pour ça ils doivent remporter leur match et espérer une défaite de Baltimore ou une défaite des Chargers et des Titans. C'est pas facile, mais ça devrait leur donner la motivation supplémentaire sur ce match.
Alors, soit une défaite de Baltimore ou une défaite de Chargers et des Titans. Oui, d'accord. Si Baltimore gagne, c'est bon. Si Baltimore perd, c'est bon. Et si les Chargers et les Titans perdent, c'est bon aussi. Donc en gros, il faut qu'il gagne quoi qu'il arrive. Ouais, il faut qu'il gagne. De toute façon, il faut qu'il gagne. Voilà, mais si Baltimore gagne et que ou Tennessee ou Los Angeles s'impose, c'est cuit. C'est cuit. Bravo, monsieur Richard. D'accord. Donc comme quoi, j'explique assez clairement. En train de se foutre de ma gueule, mais d'accord. Non, mais pas du tout. Mais ça me rassure, ça, parce que ça n'a pas l'air facile comme ça à l'oral. J'espère que les gens suivent. Et donc, si toi tu suis, j'espère. En fait, je me suis rendu compte en disant ça que ça allait dire ça. Oui, non, mais toi, tu es un expert de la NFL. Enchaîne, fais comme si de rien n'était. Il n'en est de rien. Petite motivation pour les Bills qui, encore une fois, n'ont pas été dégoûtants cette année. On m'a été assez solides par moment. A priori, il ne neigera pas à Miami. Bon, ça aurait pu les aider. Mais moi, je vais quand même aller avec Buffalo. Et les Dolphins sont tellement imprévisibles. À l'aller, je les pensais capables d'aller gagner à Buffalo. Et bon, ils ont pris une petite piquette quand même. Et que Jay Cutler va jouer ce match. Ouais, mais il est capable d'être bon. Hein. Voilà, c'est le symbole parfait de cette équipe de Miami. C'est vrai. Honnêtement, allez... Quel joueur Raphaël? Je crois qu'il a joué Miami. Raphaël joue les Dolphins. Et Alain joue les Bills. Est-ce qu'on va encore avoir droit à l'affrontement des deux extrêmes? La team Gruppetto contre... Allez, Miami pour Greg. Los Angeles Chargers à 8-7 contre Oakland Raiders à 6-9. C'est pareil, les Chargers ont une petite chance de jouer les playoffs et pour ça, ils doivent absolument gagner et compter sur une défaite de Tennessee et une défaite de Buffalo ou sur une victoire de Baltimore. Si les Chargers gagnent et que Baltimore gagne, les deux vont en playoff. C'est possible. Donc voilà, supplément de motivation. Les Chargers qui sont quand même dans une super dynamique. 3 défaites seulement sur les 11 derniers matchs. C'est vrai qu'il y avait un calendrier facile, mais voilà, il fallait aller les chercher. Leurs 3 défaites sont contre des grosses équipes, quoi. C'est ça le truc. Mais voilà, et puis les Raiders, malheureusement, c'est un peu la saison en eau de boudin, alors qu'il y avait beaucoup d'espoir sur eux aussi. On n'en a pas vu grand-chose. Ils ont peut-être arrêté cette défaite contre Miami en ouverture de la saison à domicile, les Chargers en l'occurrence. Ah ouais. Avec Yongoku. Là, contre une équipe... C'était un peu un coup moral pour les Chargers. Bravo monsieur. Non, les Raiders sont quand même en très mauvais état, pour ne pas dire en roue libre, et pourtant ils ont failli gagner à Philadelphie. Mais vraiment, ils ont offert la victoire aux Eagles plus que c'était pour rassurer Nick Foles avant ses playoffs. Donc là, ils sont clairement en roue libre avec un Derek Carr qui est pas bon, avec un Marshall Lynch qui est très irrégulier. Ça, c'est le mot, oui. Voilà, je pense que défensivement, les Chargers devraient au moins faire le boulot. Après, il ne faudra pas que Philip Rivers fasse trop de conneries. Fasse du Philip Rivers. C'est ça, il faudra qu'il évite le Kansas City bis. Les 3 interceptions en première mi-temps, par exemple. Voilà. Chargers pour tout le monde. Tennessee Titans à 8-7 contre Jacksonville Jaguars à 10-5. Petits enjeux aussi là, parce que alors, les Jaguars, eux, sont qualifiés et n'ont rien à gagner de plus. Ils sont qualifiés, ils peuvent pas perdre. En kicker rival de division, voilà, ça peut suffire. Exactement, puisque les Titans doivent assurer leur place en gagnant ou espérer une défaite des Bills et des Chargers. Les Jaguars, ça peut leur donner un petit supplément de motivation avant les playoffs. Et pourquoi pas, en plus, même s'ils perdent, au moins montrer qu'ils s'ils se recroisent en playoffs, ils vont les embêter. Alors, c'est un peu ça, tu le disais, il me semble que Jacksonville elle est déjà assurée à la 3e place, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils ne peuvent pas être dépassés par Kansas City. S'il y a égalité entre les deux, j'ai pas confirmation. Kansas City, ils sont à 9-6 et Jacksonville à 10. Après, ça doit se jouer au niveau de la division. Je les avoue que je les ai pas. Normalement, c'est un bilan de conférence qui est pris en compte. Je sais plus si c'est le bilan de conférence sous le niveau du calendrier. C'est conférence d'abord, je crois. C'est conférence normalement. Bon, alors ça, il me semble que Jacksonville a l'avantage à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, ils pourraient se permettre de faire tourner. Après, tu en as un petit peu parlé. Tennessee en position de force dans l'optique des playoffs. Ils sont 6e. S'ils gagnent, ils sont qualifiés pour les playoffs. Ouais. Et s'ils gagnent, en fonction de ce que fera Baltimore, qui a de fortes chances de gagner, il pourrait y avoir une nouvelle confrontation entre Jacksonville et Tennessee. Donc, est-ce que Jacksonville est prêt à prendre le risque de laisser gagner Tennessee pour les recroiser en playoffs et éventuellement être susceptible de perdre? Je trouve ça risqué, moi. C'était déjà arrivé, je crois, il y a quelques années, dans un match où je ne sais plus quelle équipe avait laissé gagner les Bengals. Non, c'est les Bengals qui avaient laissé gagner sur le match du 17. Je ne sais plus quelle équipe, et ils s'étaient retrouvés au premier tour et les Bengals avaient été sortis. Les Bengals ont perdu un tour de playoff. Tout à fait. Ah, ça, c'est bizarre.
Donc il l'avait un petit peu payé cher. Donc est-ce que Jacksonville va se mettre de l'optique bon, on va pas envie de recroiser Tennessee. Faut rappeler également que Tennessee a gagné à Jacksonville au match aller. Donc peut-être également un esprit de revanche, tout simplement. Pas l'envie de terminer, de se faire botter 2 fois les fesses par le rival de division qui est supposément moins fort. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Tout dépendra du fait si les Jaguars font tourner. Les Jets apparemment qui avaient perdu face aux Bengals. Oui, tout à fait, oui, qui était allé gagner à Cincinnati. Ouais, c'est ça. Merci pour la précision. Merci à Mathieu. Et donc, bon, j'y vais quand même avec Jacksonville, puisqu'en plus, il me semble que c'est ce qui a joué la majorité des. Tout le monde a pris Jacksonville, j'y vais avec Raphaël, Alain et moi y compris. Moi, je me dis, s'ils ont l'occasion de leur recoller 50-0 et qu'ils les recroisent la semaine d'après en playoff, ils vont bien rigoler. Aussi, voilà. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a une équipe qui jouera un peu plus avec le couteau entre les dents. Je pense que Mike Mularkey, de par la dynamique que j'évoquais, à savoir les 3 défaites de suite, va peut-être mettre on va peut-être essayer de secouer un petit peu le cocotier, comme on dit. On va voir. Mais bon, est-ce que ça va fonctionner contre une grosse défense de Jacksonville? C'est pas sûr. Jaguars pour tout le monde. Broncos à 5-10 contre Chiefs à 9-6. Kansas City va gagner la division quoi qu'il arrive. Paxton Lynch est titulaire. A-t-il besoin d'en dire plus? Attends, tu parles de Paxton Lynch. Il y a surtout Patrick Mahomes qui sera titulaire. Oh, ça, je savais pas, tiens. Ah bah si. Mais on n'a pas communiqué cette information. Quarterback titulaire des Chiefs. Moi, je pense que Mahomes c'est bien meilleur que Paxton Lynch. Patrick Mahomes et son gros bras. Moi, ce que j'en avais vu, j'ai plus confiance en lui. Hein. Plus que Paxton. Oui, bah oui. Plus que Paxton Lynch, en tout cas. De ce que j'ai vu de Paxton Lynch. Bon, en l'occurrence, on a pas vu confiance en moi qu'en Paxton Lynch. Quand même pas. A priori, on part quand même vers une équipe des Chiefs qui va beaucoup faire tourner, mais on a aussi une équipe de Denver qui est retombée dans ses travers le week-end dernier contre Washington en attaque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auraient même tout intérêt. Alors, je sais que tanker, ça n'existe pas trop en NFL, mais très franchement, remonter dans la draft. 5-11, remonte dans la draft. Avec un bon choix de draft, finir top 5, top 6. Je sais qu'ils ont un calendrier assez dur, donc ils ne seront peut-être pas privilégiés dans les. Enfin, ils seront éloignés du premier choix, on va dire, s'ils se retrouvent à égalité avec d'autres équipes. Mais très franchement, j'ai du mal à m'emballer. Je pense que ce ne sera pas un gros match offensif. Je suis toujours pas convaincu par Patrick Mahomes. Probablement pas défensif non plus. Hein. On verra. Oui. Ce ne sera pas un gros match de manière générale. Peut-être quand même. Moi, j'y vais avec Kansas City. Ouais, comme Raphaël, Alain et moi. Mais l'upset est pas impossible. On verra. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, c'est les Broncos qui sont favoris sur Unibet. Tout à fait, on va en reparler tout à l'heure. Tampa Bay Buccaneers 4-11 contre New Orleans Saints 11-4. Si les Saints gagnent ou que Carolina perd, ils sont champions de division. Difficile de les imaginer perdre face aux Buccaneers qui ont fait une bien mauvaise saison. Le Saints pour moi. Ouais. Est-ce que les Saints sont... Ah non, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une bye week, parce qu'ils ont perdu contre Minnesota en confrontation directe. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, ils ont perdu contre Minnesota et les Rams, donc de toute façon, sur le tiebreaker, ils se feront avoir. Ils sont au mieux 3e. C'est ça. Donc, alors, écoute... Alors, je sais pas si c'est une question... de vendre celui-là, vraiment. Je sais pas si c'est une question du niveau de l'adversaire, mais Tampa Bay a l'air d'avoir montré de meilleures choses sur les 2 derniers matchs, même si c'est le bordel en interne. À l'inverse, New Orleans m'a pas, notamment offensivement, pas impressionné sur les 2 derniers matchs. Il y a la carotte champion de division quand même. Oui, il y a la carotte champion de division, mais je pense que New Orleans va gagner, mais je suis pas sûr qu'ils vont mettre une fessée à Tampa Bay en l'occurrence. Ah ouais, toi tu dis ça. Je pense que ça peut être accroché comme ça l'a été à Carolina par exemple pour les Buccaneers ce week-end. On va voir. En tout cas, tout le monde prend les Saints. Je joue les Saints également. Je suis pas fou jusqu'au bout. Non. Et Los Angeles Rams à 11-4 contre San Francisco 49ers à 5-10. Les remplaçants des Rams contre Jimmy JQ. Les Rams qui n'ont plus rien à gagner puisque c'est pas moi qui ai inventé ce surnom. C'est le surnom officiel. Les Rams n'ont plus rien à gagner puisque la qualification ils l'ont déjà acquise. Et même si c'est les remplaçants, j'ai du mal à les voir perdre face aux Niners. C'est qui le QB backup de Los Angeles? C'est Sean Mannion. Oh merde. Tu es impressionné que j'ai cette information comme ça sans réfléchir? Je suis impressionné qu'ils aient Sean Mannion comme backup. Ouais, comme quoi. Et Malcolm Brown comme remplaçant coureur, puisque Todd Gurley aussi sera remplaçant. Tu veux des autres remplaçants? Non, ça n'arrête de vendre du Cooper Kupp, il compte, il est deuxième receveur. Cooper Kupp, il devrait être titulaire. Pharaoh Cooper aussi. Moi, je trouve qu'il y a quand même plus d'armes et une meilleure dynamique. J'aimerais bien que les Rams gagnent ce match, mais ils font rien pour. Là, en plus, ils tombent sur une équipe qui a quand même un peu la main chaude.
C'est compliqué de pas mettre les Niners sur ce match-là avec les éléments que tu mets sur la table. C'est vous qui voyez. Je croise les doigts pour une victoire des Rams. Tu te prends les Rams? Non, j'ai dit je croise les doigts pour une victoire des Rams, mais je joue les Niners. Ah, bah faudrait savoir. Donc, t'écoutes la moitié de ce que je te dis. Je croise les doigts pour une victoire des Rams. J'ai dit que je jouais les Niners. Ok, donc Niners pour toi, et Niners pour Raphaël, et Niners pour Alain, et Rams pour moi-même. Paf. Pavé dans la mare. Là, il doit faire la teuf chez lui, là. Pas impossible. Non, sérieusement, on approche de la fin de saison, donc on va bientôt avoir les résultats, et il serait pas mal qu'on commence à réfléchir au gage du perdant. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner sur le chat ou dans les commentaires du podcast. Tu vas regretter d'avoir lancé l'appel. Bah non, mais il faut bien un moment, hein, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On passe au code de la semaine. Les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Et pour cette dernière semaine de saison régulière, il y a encore pas mal de belles choses. Grégory, qu'est-ce que tu as retenu comme cote? Alors, moi, j'ai retenu la victoire des Chiefs sur le terrain de Denver avec une cote à 2,30. J'en parlais tout à l'heure. Mine de rien, Denver qui est pas favori, qui est favori plutôt. Bah oui, alors étonnamment. Que bon, il ne marche pas sur la NFL aux dernières nouvelles, notamment ces dernières semaines, même s'il y a ces victoires contre les Jets et Indianapolis. Kansas City, ils sont capables de tout. Ils sont capables de commencer avec une saison canon en gagnant à New England et puis de se croûter lamentablement chez les Giants ou à domicile contre Buffalo par exemple. Donc je suis même pas sûr que le fait de jouer avec Patrick Mahomes ce soit un désavantage pour eux. Défensivement, ils sont capables de faire déjouer un minimum cette attaque de Denver et c'est pas dur en soi. Donc c'est pour ça que sans être hyper impressionnant, je serais pas étonné que Kansas City aille s'imposer dans le Colorado. Bien vu, les Chiefs à 2,30. Alain qui a choisi les Panthers à 2,40 face aux Falcons. C'était le match affiche dont on a largement débriefé depuis le début de ce podcast. Moi je trouve que c'est une bonne idée aussi. Petit coup de poignard dans le dos d'Alain Mattei, je retiens. Bah, pourquoi non? Si. Bah, j'ai rien dit. Et moi, je vais jouer les Texans à 2,45 face aux Colts. Alors certes, on l'a dit, la défense de Houston n'a plus grand monde. C'est TJ Yates à la manette. Mais bon, à 2,45, moi, je trouve que c'est une cote qui se tente, surtout face aux Colts. Qu'est-ce qui... J'adore un mec qui nous dit bon, victoire des Texans. Bon, ils ont une équipe de merde, mais bon, non. Comment passer pourri aussi allez. Pour résumer, les Chiefs, les Texans et les Panthers, c'est notre combiné 10 € misés, 135,24 € de gain potentiel. Pour le YOLO. Le YOLO, je voulais le faire avec toi, mais t'es arrivé en retard, donc je l'ai fait sans toi. C'est bien fait pour toi. Allez, il y a pas mal de belles cotes. Donc on garde nos 3, Chiefs, Texans, Panthers, et on rajoute, mais c'est quand même pas trop mal, les Eagles à 2,10 face aux Cowboys. Oui. C'est largement possible. Bien sûr. Les remplaçants des Rams face aux 49ers à 2,25. Je te suis un peu moins, mais vas-y, pourquoi pas. C'est un YOLO. Hein, je te pousse un peu plus dans le dos, mais vas-y, pourquoi pas. Merci de ce soutien inconditionnel. Les Jaguars à 2,20 face aux Titans. Les Jaguars à 2,20 contre les Titans, tout à fait. Tu me suis ou tu me pousses? Je te suis un peu plus. Ok, bon, ça va. Je me rapproche moins timidement. Ok, bon. Et alors celui-là, tu vas peut-être pas être d'accord, mais c'est pas grave. Les Cardinals à 3,75 face aux Seahawks. Mais j'ai trop les cabilles en interne. C'est toi qui as donné l'idée. Mais oui. Incroyable. Les Cardinals à 3,75. Ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Mais si la défense fait le taf, franchement, ça peut être un match compliqué. Comment il s'appelle? Chandler Jones, il est capable d'aller casser les pieds de Russell Wilson, et puis pas que les pieds. J'ai cru que t'allais dire autre chose. D'accord, ok. Non, mais tout dépend, c'est souvent le cas cette saison avec les Cardinals, tout dépend du niveau de l'attaque. La défense me paraît capable de freiner un tant soit peu Russell Wilson. Donc toute l'attaque des Seahawks. Oui, c'est ça. Si tu freines Russell Wilson, la question, c'est de savoir si l'attaque sera capable de faire la différence. L'année dernière, ça avait été le cas avec notamment un David Johnson qui avait été énorme. Cette année, Johnson n'est pas là. Donc, il va falloir trouver. Voilà. Alors certes, il n'y a plus vraiment de corner hyper dominant du côté de Seattle. Mais est-ce que ça suffira? C'est une belle cote. 3,75. C'est une belle cote. Maintenant, est-ce que ça se joue encore plus dans un combiné? Là, c'est vraiment YOLO. Ah bah c'est YOLO, hein, ça on l'a dit. C'est le concept. Et donc sachez que pour 5 € misés sur ce combiné des Chiefs, Texans, Panthers, Eagles, Rams, Jaguars, Cardinals, pour 5 € misés, vous gagnez 3030,55 €. Rien que ça, vous pourrez donc donner un type peu conséquent pour que nous rachetions éventuellement les Carolina Panthers. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais si. Allez, avoue que t'aimerais bien être à la tête d'une franchise NFL. Mais on s'en fiche, on la change, on la bouge, les London Marmites.
Et c'est sur ces belles perspectives que se termine bonjour à tous les fans de Carolina. Ce podcast. Merci Grégory, merci Camille. Vous pourrez nous retrouver dès mardi prochain dans le podcast Touchdown Actu pour débriefer cette dernière journée de NFL, de saison régulière. Et dimanche, le fauteuil revient. Tu seras avec Alain dans le fauteuil dimanche. Et ben très bien, on pourra vous retrouver tous les deux. Vous pourrez 31, forcément. Mais oui, bien sûr. Vous pourrez patienter avant votre éventuelle soirée du Nouvel An avec Alain et Greg sur le fauteuil. L'émission du jour qui vous était présentée par Unibet. N'hésitez pas à les parier sur leur site avec les codes qu'on vous a donnés et avec modération aussi, bien sûr. Vous pourrez nous écouter sur Deezer, sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Abonnez-vous partout, ça nous fait super plaisir à chaque fois. Grégory, tu es sur Twitter @YellowRadiosa. Camille, c'est @CamilleSaraben. Moi, c'est @RaoulVDG. Le site, c'est bien sûr @TDActu, NFL Actu sur Facebook, tdactu.com. Vous connaissez par cœur maintenant. N'hésitez pas à aller faire un tour. On va lancer le générique de l'émission. On vous laisse en musique. On vous souhaite une bonne année puisqu'on vous retrouve pas. Enfin, moi, je vous retrouve pas avant. Vous les verrez. Bonne année à tous et à l'année prochaine. Salut. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes dans TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.